Bonjour à tous, bienvenue. Pour nombre d'observateurs, au-delà d'une simple intoxication sur les réseaux sociaux, l'affaire Diogbenou en ce moment n'est en réalité que l'expression de la guerre de succession qui se joue à la mouvance présidentielle. Les proches de Patrice Talon, que ce dernier est en train d'éloigner de lui-même ou contre qui il a des récriminations au sujet de 2026, ont-ils définitivement perdu les faveurs du chef? Ou s'agit-il de simples spéculations? Que dire des différents vents de protestation qui s'élèvent de plus en plus? Jeudi, en noir, marche de protestation des syndicalistes contre la vie chère, annonce de sit-in, ou encore la guerre médiatique contre le colloque du clergé catholique sur le code électoral. Pour évoquer tous ces sujets, nous avons invité l'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, Moukaram Badarou. Il est surtout membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau EPR. Moukaram Badarou, bonjour. Bienvenue. Bonjour, cher ami. Moukaram Badarou, comment se porte le Bénin en ce moment? Je voudrais vous remercier très sincèrement de l'invitation que vous nous faites pour échanger avec vous et par le truchement de vos micros, échanger avec l'opinion publique de manière générale. Je voudrais saluer les efforts de tout ce que vous faites ici en contribution au renforcement de la démocratie dans notre pays, au renforcement de la liberté d'expression, au renforcement de tout ce qui concourt au développement de notre pays, puisque vous êtes à un grand carrefour, le carrefour médiatique. Et comment se porte le Bénin? Je peux vous dire que le Bénin se porte bien. En tout cas, chaque jour, l'effort se fait au niveau du gouvernement, l'effort se fait au niveau de ceux qui ont la charge de la gouvernance de notre pays pour que le pays puisse se porter mieux. Et je peux l'attester à travers les différentes données macroéconomiques du pays qui sont en ce moment ouvertes. Et maintenant, on ne dira pas que tout va bien, Madame la Marquise. Il y a forcément des efforts à faire pour aider à ce que le pays se porte encore mieux. Mais je peux vous dire, je peux vous attester aujourd'hui, et au regard du fonctionnement régulier des institutions de la République, au regard de tous les efforts qui se font pour le renforcement du tissu socio-économique du pays, au regard des chiffres macroéconomiques dont je faisais état tout à l'heure, je peux bien vous dire que le pays se porte bien. Les chiffres macroéconomiques, tout est ouvert, disiez-vous tantôt, pourtant les Béninois crient la faim, crient la cherté du maïs. Il semble que vous n'êtes pas au courant, vous n'en savez rien. Non, pas du tout. Vous savez, les cris, ça ne veut pas dire que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des acteurs publics, qu'on n'entend pas ces cris-là. Et je peux vous dire, le travail du gouvernement, le travail de tout acteur public, c'est d'aider à faire en sorte que ces cris-là puissent se diluer, que ces cris-là puissent diminuer, que ces cris-là puissent trouver des solutions. Et ça n'a jamais manqué, quoi qu'en soit, n'importe quelle économie du monde, dans n'importe quel pays du monde, les cris, ça ne manque jamais. Mais il faut tenir responsable un gouvernement, il faut tenir responsable ou bien des acteurs publics sur les efforts qui se font au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Que ce soit à différents niveaux, il faut qu'on ait le constat que le travail se fait pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on n'entend pas des cris, on entend bien des cris, et nous contribuons, nous faisons des efforts pour que les cris puissent trouver des solutions. Et c'est ça la charge, la responsabilité d'un gouvernement. Est-ce que vous ressentez la faim? Est-ce que vous ressentez la cherté du maïs ou des autres denrées alimentaires? Vous savez, il n'y a pas un Béninois à gauche et d'autres à droite. Il n'y a pas de Béninois à part et des Béninois entièrement à part. Nous sommes tous concernés. Les 13 millions de Béninois sont concernés par les mêmes situations. Nos épouses, nos enfants et nous-mêmes, nous allons sur les mêmes marchés, dans les mêmes boutiques. Et donc, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Les réalités dans aucun pays du monde, à n'importe quelle période de la vie des hommes, il n'y a pas les mêmes pouvoirs d'achat partout. Ce qu'il faut noter, c'est des efforts qui doivent se faire pour tenir compte de ce que nous appelons souvent des couches vulnérables, des filets sociaux qui doivent être en place, des efforts qui doivent se faire pour tenir compte des plus démunis. Mais vous n'aurez jamais, à aucun moment, même quand Karl Marx parlait du socialisme que du communisme, il n'a jamais pensé que vous aurez de partout un même pouvoir d'achat. Mais par contre, ce que l'on doit pouvoir voir, c'est ce que le professeur Albert Thévodiré appelait le minimum social commun. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse consentir que quand le Béninois lambda est malade, est-il en mesure d'aller à l'hôpital pour se faire soigner?
Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que des efforts sont faits par le gouvernement pour qu'effectivement, qu'il y ait cette possibilité. C'est pour ça que des décisions ont été prises pour que des docteurs soient dans des hôpitaux, pour que les plateaux au niveau des hôpitaux soient améliorés. Et vous avez suivi à l'époque les cris qu'il y a eu. Par contre, parce que quand l'État paye, quand l'État finance, quand l'État donne ce qu'il faut à un médecin de faire le boulot, il doit pouvoir privilégier le travail pour lequel il est payé que de privilégier celui de centre de santé privé. Et donc des efforts ont été faits dans ce sens. L'hôpital public référentiel qui est en construction à Calavi, vous êtes au courant, c'est pour améliorer dans ce sens-là. Contribuer et faire des efforts pour aller vers les plus démunis, c'est maintenir nos enfants à l'école. Les efforts qui ont été faits pour que les enfants soient à l'école, et réellement à l'école, et constamment à l'école, avec des enseignants à leur disposition. Vous avez eu l'information de ce qui est fait en direction des AME pour les aider à ce qu'il y ait plus de motivation dans le cadre du travail et qu'ils font tous des efforts qui se font au niveau de l'école qui permet aujourd'hui à ce qu'il y ait une certaine amélioration. Vous êtes bien au courant. Les infrastructures de manière générale, où avant, avoir accès à un certain niveau de difficultés que vous pouvez avoir et qu'aujourd'hui, on sent des efforts qui se font pour que des difficultés dans ce sens-là puissent diminuer. Il y a autant d'éléments. Je parlerai par exemple de l'électricité. Aujourd'hui, des efforts qui se font. Vous pensez que l'électricité est vraiment disponible? Ça s'est beaucoup amélioré, où nous atteignons les 50-60% d'indépendance énergétique. Les difficultés que vous avez par moment et que vous pouvez avoir à différents niveaux, c'est souvent des problèmes techniques qu'il faut régler. Mais on est sorti parce que le gouvernement s'y est mis suffisamment, s'y est mis sérieusement pour essayer, parce que depuis les indépendances où nous sommes là, pour les informations que j'ai reçues, et pendant longtemps, les circuits de conduite de l'électricité, il n'y avait jamais eu vraiment leur renouvellement. Et un effort sérieux a été fait pour faciliter ces renouvellements-là. Un effort sérieux a été fait pour qu'aujourd'hui, l'énergie soit à disposition de nos compatriotes. Je ne dis pas là non plus que tout est parfait, non. Mais l'amélioration sérieuse et conséquente qu'il y a eu, on peut. C'est pareil pour l'eau. L'eau potable. Vous savez, on dit l'eau, c'est la vie. Pour penser aux populations les plus démunies, c'est contribuer à ces choses élémentaires et ce n'est jamais fini. Mais là où il faut juger une autorité, là où il faut juger un gouvernement, là où il faut juger les acteurs publics, des efforts qu'on constate que de temps 1 à temps 2, elles sont passées d'une situation M à une situation M+. Voilà ce qu'il faudra noter. Et je puis vous dire que ces efforts-là continuent. Quand on vous écoute, Mokaram Badarou, nombre de Béninois doivent se demander, mais il parle de quel Bénin? Vous dites que, eh bien, les Béninois se soignent normalement, il n'y a pas de problème, ils vont encore mieux se soigner avec l'hôpital en construction à Calavi qui mange à leur faim, alors que vous n'êtes pas sans savoir que, eh bien, il a tellement de problèmes, notamment pour se nourrir, que même les syndicalistes ont dû, n'est-ce pas, entreprendre une marche, alors que d'ordinaire, ils ne marchent pas, ils ne protestent pas depuis 2016 notamment. Non, je vous dis que des efforts qui se font, c'est en termes de marché qui se construit à divers niveaux pour aider nos bonnes dames. Aucun nouveau marché n'est encore fonctionnel. Il faut finir pour mettre à disposition. Je dis, on juge un gouvernement dans les efforts qui se font, dans les résultats qu'on obtient. Des efforts, les marchés que vous voyez sont des marchés qui traverseront les âges. C'est-à-dire, c'est parce que la gouvernance d'un pays, c'est l'instant T, mais c'est aussi la prospective, les prospections qui doivent se faire pour que des générations futures puissent bénéficier de tous les efforts qui se font aujourd'hui. Donc, je vous dis et je vous rassure, nous sommes dans le même Bénin, dans ce Bénin où, ça fait un moment, on avait une idée des difficultés qu'on avait. Vous avez parlé des centrales syndicales, des grèves perlées qu'on avait. Et ça n'avait jamais manqué ici au Bénin. Il a fallu prendre des mesures pour contenir dans une certaine mesure afin de pouvoir viser l'efficacité. Vous savez, la démocratie qui est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais c'est une démocratie qui doit être au service du peuple. Dès que vous constatez que c'est le contraire que vous avez la responsabilité de prendre des mesures. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que ce que vous faites puisse bénéficier au pays, mais puisse bénéficier aussi aux populations. Et non, c'est une grosse tête qui peut être tapie dans l'ombre
et qui commanditent des choses. Aujourd'hui, je crois que petit à petit, nous nous éloignons un peu de ces choses et il faut travailler à ce que nous en éloignons encore un peu plus. Monsieur Vigile avancé, et vous êtes au courant ici quand le président Adrien Ngouedi avait parlé de la fragilisation de l'État qui est descendu de son piédestal. Mais quand l'État descend de son piédestal, quand il y a moins d'État ou quand il y a absence de l'État, mais les populations sont en difficulté. Et il faut restaurer l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et vous pouvez, aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple, au plan sécuritaire, que d'autres plans, au plan de l'efficacité qu'on veut dans l'administration, où aujourd'hui, moi je suis heureux aujourd'hui quand je suis face à un certain nombre de dossiers, ou bien quand un ami me dit, ah je veux pas de problèmes de talent. Ah non, je veux pas de problèmes. Ah non, non, il vaut mieux aller faire telle chose de manière normale. Je dis, quand j'entends ça, je dis, mais en voilà quelque chose d'heureux ici. Parce que chaque citoyen doit pouvoir avoir un comportement citoyen. On n'a pas un autre pays. C'est un pays que nous avons en héritage et dont nous avons l'obligation morale et citoyenne de construire avec certainement parfois de difficultés. Vous savez, quand on parle par exemple de la France, où aujourd'hui nous sommes dans la 5e République depuis 1958, mais il a fallu la Première République, la 2e, la 3e, la 4e, et donc ils ont fait des parcours. Il y a eu assez de sacrifices de la part des grands-parents des Français qui sont là aujourd'hui pour qu'ils aient un certain exemple. C'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour beaucoup de pays. Et aujourd'hui, moi, j'aime toujours saluer la mémoire de nos arrière-parents pour le peu qu'ils ont fait. Et nous, aujourd'hui, nous avons la responsabilité. En bref, vous contraignez les Béninois au sacrifice pour les générations à venir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous faites souffrir les Béninois d'aujourd'hui pour mieux faire vivre ceux de demain. Non, c'est de tout temps, de tout pays, de tout peuple. Parce que, comme le dit encore une fois le professeur Albert Evogère, on ne développe pas un peuple. Un peuple se développe. Et pour que le peuple se développe, c'est qu'il se met au travail. Et dans ce travail-là, forcément, un certain nombre de sacrifices à consentir. On a dit, c'est après l'effort qu'on a le réconfort. Nous avons l'obligation, et moi, je fais le constat ces derniers temps, et parfois, je ne dirais pas que je suis un peu révolté, je constate que les pays, beaucoup de pays s'acharnent pour se développer. Les gens s'acharnent aux questions de développement. Les gens s'acharnent pour avoir de stades qu'il faut, pour avoir de salles de conférences qu'il faut, pour avoir des hôpitaux qu'il faut. Figurez-vous que parfois qu'un Béninois est malade, il est obligé de prendre la route de Lomé pour aller se faire soigner. Il est obligé de prendre la route de Lomé pour aller faire un certain nombre d'analyses. C'est un peu révoltant. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne peut pas avoir ces choses-là chez nous. Figurez-vous que quand quelqu'un est malade, je ne parle même pas des autorités, je parle de Béninois lambda, et qui parfois sont obligés de prendre la route de Lomé. Et vous comprenez que si, face à des situations comme ça, si on ne prend pas ses responsabilités, se mettre au travail, eh bien nos enfants ne nous feront pas de cadeaux dans l'analyse après. Et donc c'est pour ça que ça peut amener certains sacrifices. Et ces sacrifices-là, on ne peut pas le refuser. Surtout nous sommes des parents. Et comme nous sommes des parents, nous avons le devoir d'améliorer la situation de nos enfants. Nos enfants, aujourd'hui, où surtout j'appartiens à une région... En bref, oui. Moukarambadaru, il n'y a aucune raison dans les motivations donc, des syndicalistes qui ont marché Non, je ne peux pas comprendre que ce soit ça votre conclusion. Vous le savez. Quand vous écoutez, tout va bien. Je ne suis pas acteur politique, je suis un syndicaliste par ailleurs. Syndicaliste estudiantin, syndicaliste dans la vie professionnelle. Et donc, j'ai du respect pour le travail que font les syndicats. Parce que les syndicalistes, ils ont aussi pour rôle, par exemple, de tirer sur la sonnette d'alarme. Ils ont pour rôle d'alerter l'opinion, d'alerter surtout les autorités, pour que l'autorité, le ministre, le préfet, le directeur, où qu'il soit, en tant qu'autorité, soit en mesure de reprendre sa copie pour se dire, ah, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai la bonne raison de continuer? De manière concrète, est-ce qu'il me faut l'amender? De manière concrète, ils estiment que les Béninois ont faim, que tout ce qu'on leur a promis en leur arrachant le droit de grève, rien n'a été concédé et qu'il y a tellement de réclamations, des revendications. Le gouvernement n'a rien fait. Il n'existe même pas de mécanisme de dialogue entre syndicalistes et gouvernement. Non, c'est pas tout à fait vrai. Celui qui vous parle, j'ai eu l'occasion d'être du comité d'organisation des élections professionnelles, pas celle qui vient de se passer là, mais il y a environ 3 ou 4 ans. J'ai beaucoup travaillé avec les secrétaires généraux des centrales, donc j'ai une idée un peu de l'état actuel de leur lutte. Il ne dit pas exactement ce que vous dites, mais pour autant, comme je vous l'ai dit, tout ne va pas bien, Madame la Marquise, et donc dans leur rôle, ils sont des représentants des travailleurs,
Et tout ne va pas pour le mieux, on ne peut pas le dire. Je vous ai parlé des efforts qui se font pour que le travailleur, où qu'il soit dans de bonnes conditions de travail. Il n'y a pas eu de grève massive. Ils estiment que, il n'y a pas eu de grève massive, que vous ne les écoutez pas. Il n'y a pas eu de grève massive. Vous n'écoutez pas, malgré tous les efforts que vous faites à travers vos réformes. Vous ne les écoutez pas, ce sont des réformes qui n'ont pas d'oreille. Il n'y a pas eu de grève massive pour que la situation des AME soit améliorée. Il n'y a pas eu de grève massive pour qu'on puisse travailler sur la norme horaire du pays pour permettre en ce que le travailleur, quand il a fini d'aller travailler, il faut qu'il soit aussi en mesure d'aller contribuer à l'éducation de son enfant à la maison et donc rechercher à vite le libérer. Il n'y a pas eu de grève massive pour qu'on ait eu l'organisation des élections professionnelles qui étaient en rade depuis plus d'une dizaine d'années. Ça veut dire que la situation, contrairement même à ce qu'on pourrait penser, s'est améliorée, surtout même encore à ce niveau. Il y a eu les élections professionnelles qui permettent de savoir qui est, figurez-vous... Il parle de conditions de vie surtout et de travail par ailleurs. Oui, mais c'est ça leur job. C'est ça leur job. C'est-à-dire qu'il faut être heureux de ce que nous soyons dans un pays, dans une démocratie, dans un état de droit qui permet à ce que l'expression des syndicalistes soit de fait. Et ils font bien, ils sont dans leur rôle. Et tout en étant dans leur rôle, tout en exprimant, ils sont les porte-parole des travailleurs, il faut être aussi heureux de ce qu'il y a de l'autre côté une oreille attentive. Il y a une oreille attentive parce que ce que je vous dis là, on n'a pas eu droit de grève pour qu'on ait eu l'organisation des élections professionnelles. On n'a pas eu droit de grève pour qu'on ait pu améliorer l'histoire des armées. On n'a pas eu droit de grève pour qu'il y ait eu augmentation du SMIC. Puisque vous en parlez, que vous revenez là. Il y a eu augmentation du SMIC. Parlons des armées. Ceux qui ont fait grève, ils ont été carrément remerciés, licenciés. Ceux qui ont même osé mettre de banderoles rouges en signe de protestation, leurs contrats ont été résiliés. Vous êtes au courant? Ce qui est certain, je vous dis, on n'a pas eu besoin de sitting, de grève massive pour qu'on ait eu par exemple l'augmentation du SMIC. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant que les salaires ont été augmentés. Parce qu'un gouvernement, il est là, il travaille parce qu'on ne distribue pas. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas produit. Ça, je pense que vous le savez. C'est ce que vous avez produit ensemble, c'est ce que vous avez gagné ensemble, dont le gouvernement, lui, a la responsabilité de savoir dispatcher de manière équitable. Et je vous dis, face à la situation que nous avons dans le pays aujourd'hui, où on peut apprécier l'esprit de responsabilité de ceux qui ont la charge de la gouvernance du pays. Et c'est pour ça que je vous cite des pas énormes qui sont faits sans qu'on ait eu besoin de grève massive. Et maintenant, pour autant, je dis, quand les centrales syndicales en arrivent à dire, ah non, il va falloir que nous fassions le sitting, il va falloir que nous fassions une grève ou une marche, dans une démocratie normale, c'est quelque chose de normal. Puisque là, ça permet aussi de tirer sur la sonnette d'alarme et ça permet aussi au gouvernant, à celui qui a la charge de la gouvernance du pays, de pouvoir encore aller revoir la copie qu'il a en main pour dire, ah, s'ils ont été obligés, par exemple, de recourir à cette marche, est-ce qu'il y a ci qui ne va pas? Est-ce qu'il y a l'autre qui ne va pas? Et qu'est-ce qu'il faut revoir dedans? Mais est-ce le gouvernement, est-ce le fonctionnement du gouvernement Patrice Talon? Et c'est parce que c'est ça. Et je vous prie d'aller le voir, chaque secrétaire général qui soit là, que ce soit de la CGTB, CSTB ou de la COSI, allez les voir, allez leur poser la question de savoir s'il n'y a pas une oreille attentive face à leurs préoccupations souvent. Maintenant, c'est pas ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils affirment, même à notre micro. Il n'y a pas toujours... cela dit, on ne peut pas toujours avoir de la satisfaction totale. On ne peut pas l'avoir. C'est pas de ce monde. Ce qu'on a, qu'on partage. Oui. Mokaram Badaro, un sujet concret. La suppression des dotations en carburant. Ça fait partie des raisons de protestation. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ces mêmes travailleurs vont se réunir en sit-in le 2 mai prochain au ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous en dites? Non, quand ils vont se réunir, ils vont en finir par se réunir pour manger des sandwichs. Pour sortir leurs conclusions. Les conclusions seront portées au niveau du gouvernement et le gouvernement avisera. Qu'est-ce que vous pensez de la suppression de cette dotation-là? Mais comme je vous le dis, c'est ce qu'on a produit ensemble, qu'on partage ensemble de manière équitable. Il arrive des moments où le gouvernement apprécie des situations et il prend des mesures. Mais ça vise toujours à améliorer les conditions de vie des travailleurs.
Il n'y a pas une mesure qui soit prise par méchanceté. Il n'y a pas une mesure qui soit prise pour aller contre les travailleurs. Parce que qui sont ceux qui produisent? C'est bien des travailleurs. C'est bien des travailleurs qui produisent. Donc, il n'y a aucune mesure qui peut être prise au niveau du gouvernement et qui vise à faire du mal aux travailleurs. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous comprenez cette suppression? Est-ce que vous, puisque vous avez fait l'administration, hein, vous avez été préfet des départements de Lomé, du Plateau, vous comprenez qu'on arrête de donner des tickets valeur aux travailleurs de l'administration publique, bien sûr? On peut arrêter de donner des tickets valeur et le compenser par autre chose. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Non. Pour l'instant, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu la compensation en main. Peut-être que ça arrive. Peut-être que ça arrive. Je vous dis. Et si ce n'est pas programmé, vous suggérez ça? C'est pour ça que je dévance les choses. Vous suggérez ça en vous disant que quand vous êtes responsable, quand vous avez la charge de la gestion de la sédimation des populations, quand vous prenez un mandat en main, toutes les mesures que vous avez à prendre, ce n'est jamais pour faire du mal. Celui qui le subit peut le penser, mais c'est à tort. Parce que vous avez la responsabilité, c'est comme un parent à la maison. Si vous prenez votre fils, vous l'amenez dans un supermarché, un enfant de 10 ans ou de 8 ans, il veut tout acheter. C'est vous qui avez la responsabilité en sachant que voilà ce que je peux lui acheter. Parce qu'arriver à la maison, il faut que je paye l'électricité, il faut que je paye l'eau, il faut que je paye le loyer. Et si vous l'expliquez à l'enfant, il comprend. Et je suis d'ailleurs heureux aujourd'hui de comment ça se passe avec les travailleurs. Mais justement, ils disent qu'il n'y a plus ce mécanisme de dialogue là entre eux et le gouvernement. Non, ça ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où vous tenez ça parce que... C'est ce que le secrétaire général de l'UNSTB affirme. Apollinaire a fait, oui, c'est ce qu'il a affirmé cette semaine à notre micro. Je ne peux pas vous dire qu'ils n'ont pas de canaux, les canaux d'échange avec le gouvernement. J'ai vu la collaboration de ces secrétaires généraux avec le ministre de la fonction publique, Mme Adidjat Matisse, que je salue au passage par rapport à tous ces efforts qu'elle fait pour améliorer les choses au niveau de la fonction publique, au niveau des travailleurs de manière générale dans le pays. Les canaux d'échange sont là. Les échanges se font. La satisfaction totale des préoccupations peut-être n'y est pas. Et des efforts se font pour forcément travailler à ce que ces choses-là soient. Apollinaire Afewe, le secrétaire général de l'UNSTB, va pourtant plus loin. Il dit que les choses leur tombent dessus seulement, les décisions, soi-disant, en leur faveur, eh bien, sont prises pour eux comme ça, sans discussion. Est-ce normal? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que il y a un gouvernement de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Je sais que vous le savez. Donc, il y a un gouvernement de la République, au regard de la Constitution, qui détermine et conduit la politique de la nation. Mais ce qu'il reprouve là, c'est ce que la plupart des Béninois reprouvent également en matière de réforme de Patrice Talon. Vous êtes au courant de ça, non? Oui, à quel niveau? Mais la plupart de ces réformes tombent seulement sur la tête des uns des autres. Vous avez entendu monsieur avancez, vous avez entendu le cri des travailleurs du ministère de la Santé. Non, ne rentrez pas dans des amalgames. Je voudrais vous prier parce que quand un chef d'État est élu sur la base des réformes, il y a eu un projet de société que le président Patrice Talon, le candidat Patrice Talon avait proposé aux Béninois. Et il n'était pas le seul des candidats à l'époque. Vous avez eu Lionel Zessou qui était candidat, Koupaki qui était candidat. Je ne vais pas dire de 2016. Hein. Et quand vous allez dans le projet de société de Patrice Talon, il est clairement établi qu'il vient pour les réformes. Donc ça, il n'a pas dit autre chose aux Béninois qu'il l'ont élu à partir d'une chose et qu'il est arrivé aux affaires et il fait autre chose. Est-ce pour ça qu'il ne faut pas consulter les concernés avant de mettre en œuvre ces réformes? Oui, mais c'est à quel niveau? Parce que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire des amalgames. Mais à tous les niveaux, puisque vous voulez de niveau, à tous les niveaux. Quand vous parlez des réformes politiques, ça a été fait avec les partis politiques. Quand vous parlez à différents niveaux, les réformes se font... Vous pensez que les réformes politiques ont été faites avec tous les partis politiques? Mais bien sûr. Vous êtes sûr? Bien sûr. Quand? À quelle occasion? Le président Ngwedji était encore à l'époque le président de l'Assemblée nationale, un dossier qui devait être seulement géré au niveau de l'Assemblée nationale, mais le président Ngwedji avait jugé utile, le président de l'Assemblée à l'époque, pour une rencontre avec les partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et avec la société civile. Ça s'est fait 2 fois. Et la suite? La suite, puisque quand on finit là, le dossier repart à l'Assemblée nationale. Non, la suite, c'est fini par le dialogue des 12, 13 et 14 octobre 2019, vous vous rappelez, qui ont généré donc la révision de la Constitution, l'achat des partis politiques et toutes les réformes politiques à problème par la suite. Vous le savez, non? Je vous dis ceci. Vous avez dit que les réformes se font sans les intéresser. Je vous dis mais ce dialogue dont je parle, et vous n'avez pas intérêt. C'était fait sans la FCBE à l'époque. Oui ou non? De la fausseté. Vous avez intérêt, puisque vous êtes journaliste, vous avez intérêt à être que dans votre couloir. Ah, vous pensez que nous sortons de notre couloir? Vous sortez de votre couloir quand vous menez de tels raisonnements.
parce que vous avez dit que ça se fait sans eux. Et je viens de vous dire la réforme, par exemple, du système partisan. Voilà comment ça s'est opéré. Et à l'époque où le projet de la loi était en discussion à l'Assemblée nationale, ça pouvait s'arrêter seulement à l'Assemblée nationale. C'est sorti de l'Assemblée nationale pour que les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale puissent participer. À leur suite, la société civile. Mais ce dont vous parlez, ça n'a rien donné. Vous vous souvenez que ça n'a rien donné, oui ou non? Ce que ça a donné aujourd'hui. Non, est-ce que ça avait donné le but que Monsieur voulait? Ce que ça a donné aujourd'hui, c'est que nous sommes partis de plus de 300 partis politiques. Il n'y a pas 300 obédiences politiques dans le pays. Celui qui vous parle a été chef de parti politique. Il n'y a pas 300 obédiences politiques dans le pays. Mais ça nous a conduit aujourd'hui. Et nous, on n'a pas attendu, je peux vous le dire, qui vous souviennent, le 12 mars 2008 dans ce pays. On n'a pas attendu 2016. Donc au niveau des acteurs majeurs de la vie politique de notre pays, on avait déjà conscience de la nécessité de la mutualisation des forces politiques, d'éviter l'émiettement des forces politiques. Et c'est ça qui a conduit à ce qu'on avait appelé à l'époque les GEF, qui a fini par faire naître l'Union fait la nation. Mais donc aujourd'hui, tout ça c'est bien loin. Parlons de la rupture. Parlons de la rupture. Ça se tient. Moukara Mada, puisque vous trouviez qu'on n'est pas dans notre couloir. Parlons de ce dialogue qui a généré la révision de la Constitution, la 8e législature, la législature monocolore. Ça également, certainement, je ne suis pas dans mon couloir. Mais parlons de ce dialogue-là. Pensez-vous qu'on peut dialoguer entre amis, que c'est un dialogue, le mot a son sens là? Le dialogue à l'époque avait été annoncé, les partis politiques qui y ont pris part, certains ont refusé de prendre part, et c'est ça la démocratie. Ils n'ont pas refusé, La condition c'était que, eh bien, il fallait avoir une existence légale. Et le dialogue avait été appelé dialogue politique, non pas dialogue national, donc on n'a pas invité tout le monde. Encore, en quoi vous pensez que quand on veut inviter les partis politiques, que ce ne soit pas des partis légaux? En quoi vous pensez, mais ce qui était querellé justement, non, à quoi vous pensez, ce qui était querellé, c'était la réforme politique. Non, je vous demande à quoi vous pensez que quand on veut inviter des structures, que ce ne soit pas celles qui sont légales qu'on invite. À quoi vous pensez? Mais puisque ce qui était contesté, c'était justement ces lois-là. Mais vous voulez dialoguer avec ceux qui contestent. Mais si on veut dialoguer, donc on dialogue d'abord avec ceux avec qui on a un différend. On laisse ceux-là de côté et on se réunit entre ceux qui étaient de côté. Qui étaient ceux-là? Vous avez dû. Non, je vous demande qui étaient ceux qui étaient de côté. C'était ceux qui étaient réunis au champ d'oiseaux à l'époque. Tellement vous avez oublié. Les opposants qui étaient réunis au champ d'oiseaux. Mais c'est ça que je vous dis que un dialogue parallèle. Monsieur Vigile Avancer, honnêtement, j'ai pas envie de faire de l'amalgame. Je vous dis, dans une rencontre publique où des structures veulent être invitées, on ne peut qu'inviter celles qui sont légalement instituées. Parce ceux avec qui on a de problèmes, ceux qui contestent. Quoi qu'en soit le problème que vous avez, vous êtes journaliste aujourd'hui, vous savez très bien que quand on veut inviter des journalistes de manière officielle, c'est les journalistes qui ont leur accréditation. On ne peut pas inviter ceux qui ne l'ont pas. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on peut passer. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous permettez, donc on peut passer. Donc je vous dis que les réformes au niveau du système partisan, la volonté que les partis politiques se mettent ensemble, est partie déjà des acteurs politiques eux-mêmes. C'est pour ça que je vous ai rappelé le 12 mars 2008. Oui, mais et aujourd'hui, que cela en vienne au niveau de l'Assemblée nationale et que cela soit aujourd'hui, si vous voulez, renforcé par une loi, c'est pour permettre à ce que nous ayons la possibilité d'avoir des partis politiques qui soient assis sur toute l'étendue du territoire national. Parce que, vous le savez, vous êtes dans le pays, ce qui se passait avant. Il y avait des partis politiques d'arrondissement. Il y avait des partis politiques de communes. Mais aujourd'hui, que nous ayons des forces politiques où, au niveau des thématiques, au niveau des réflexions, au niveau de tout ce qui conduit à ce que le parti politique qui est ici à Cotonou, mais qui a aussi tout de suite des militants avérés au niveau de Toukontounan ou à Kétou, je ne sais pas, en tout cas, assis sur toute l'étendue du territoire national, constitue une force politique qui, une fois, par exemple, se présente devant les Béninois et que les Béninois en viennent à prendre une décision pour les élire ou pas, et une fois s'ils ont la charge du pays, qu'ils aient une idée claire de ce qu'il y a à faire. Et non, ce qu'on avait avant, ou ce qui était beaucoup plus favorisé, c'était le clientélisme. On ne peut pas diriger un pays, on ne peut pas apprécier les données d'un pays, on ne peut pas avoir de la prospective pour un pays, on ne peut pas vouloir opérer pour l'avenir d'un pays et ne pas tenir compte de là où on vient. Les difficultés qu'on avait avant, vous le savez. Alors, les difficultés pour nombre de Béninois, ce n'est pas qu'au plan politique.
vous avez entendu parler du Jeudi en Noir, ce nouveau mouvement de protestation? Vous le dites si bien, les difficultés des Béninois, mais je vous invite à le savoir que le carrefour politique est le carrefour de tout le reste. Vous voulez une bonne école, ça se passe au carrefour politique. C'est-à-dire que c'est les acteurs politiques, c'est eux qui deviennent des sécu pour administrer un quartier, c'est eux qui deviennent les chefs d'arrondissement, c'est eux qui deviennent les députés pour légiférer. C'est pas mieux peut-être au niveau des partis politiques que vous avez le président de la République. Donc, tout tourne autour de ce grand carrefour qui est le carrefour politique, où il faut avoir des acteurs avérés et non des Noudienoumains, et non des gens, des cuidames. Il faut avoir des acteurs politiques avérés. Ce que vous venez de dire en ce qui concerne le Jeudi noir, dès que les choses se font, le Jeudi en noir, dès que ça se fait en respectant les normes établies, le problème ne se pose pas, nous sommes dans une démocratie. Quelqu'un peut dire jeudi bleu, quelqu'un peut dire vendredi rouge, vendredi je ne sais pas quoi. C'est pas ça le plus important. Que la démocratie fonctionne bien dans le pays est une bonne chose pour tout le monde. Donc, toute initiative... Vous semblez mépriser l'initiative? Pas du tout. Pas du tout. J'espère que vous le savez. C'est pas d'aujourd'hui que nous sommes dans ce que nous faisons là, puisque nous avons une passion pour notre pays. Une passion, je vous dis. Moi, j'ai une passion pour le Bénin. Et dans ce cadre-là, toute initiative, de quelque bord que ça peut être, toute initiative, je vous le dis, toute initiative qui peut contribuer à un plus est le bienvenu. Mais pourvu que ça respecte les normes établies. Donc, jeudi noir, certains avaient parlé de mercredi rouge avant, d'autres parlent de jeudi en noir aujourd'hui, d'autres peuvent parler de vendredi bleu. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est chaque contribution de chacun d'entre nous à la construction de notre pays. Et c'est de cela qu'il s'agit. Non, il n'a rien à tirer de ce qu'il dénonce. Il n'a rien à tirer de ce qu'il dénonce. Mais comment vous pouvez dire qu'il n'y a rien à tirer de ce qu'il dénonce? Vous êtes journaliste, si vous finissez d'écrire, faites un tour dehors, quand vous revenez, vous verrez une virgule à changer. Vous verrez un point virgule à changer. La suffisance n'est pas du rendez-vous des grands hommes, de véritables hommes d'État, de tous ceux qui aspirent à construire leur pays. C'est ceux qui savent se remettre en cause. C'est ceux qui savent en mieux de dire que, mais de l'autre côté aussi. C'est-à-dire, en face, il y a quelque chose à tirer. Comment on peut dire qu'il y a une initiative où il n'y a rien à tirer? On ne peut pas le dire. En tout cas, ce n'est pas nous notre position. Au niveau de l'Union progressiste, au niveau de notre position, nous nous acharnons à travailler, à sortir les Béninois de l'ornière. Nous travaillons à construire notre pays. Nous travaillons, nous contribuons à ce que nos compatriotes, où qu'ils soient, puissent avoir de l'eau, puissent avoir de l'électricité, que les routes passent. Parce que le Bénin profond, ce n'est pas forcément de très loin, c'est déjà à Porte-Nouveau ici parfois, que vous avez le Bénin profond. Et celui qui connaît ça quand il vient dans la vie politique, il travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'acharne sur ça. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur tout. Et c'est ça aussi la démocratie. Mais pourvu que dans le fond, pourvu qu'en moyenne, qu'on ressente de l'esprit patriotique, pourvu qu'en moyenne, qu'on constate que ce n'est pas au toi que je m'y mette, non. C'est que ce que tu fais, je ne suis pas d'accord, mais voilà ce que je propose. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit les syndicalistes, que ce soit les militants du jeudi en noir, entre autres, ils protestent également contre la répression policière. Trouvez-vous normal ce qui se passe dans le cadre du contrôle des casques et autres éléments du code de la route? J'espère que vous convenez de ce que c'est une nécessité. Ah oui, bien sûr, personne ne conteste ça encore. Oui, mais quand vous le dites, on vous entend et on entend d'autres. On vous entend et on entend d'autres. Qui, si on ne fait pas attention, c'est un appel à la résistance des populations à porter le casque. Il faut bien situer les choses. Et c'est pour ça que, journalistes, hommes politiques, syndicalistes, nous avons de la responsabilité en main et avec laquelle il ne faut pas s'amuser, avec laquelle il faut être suffisamment responsable et faire attention pour que ce que vous appelez dénonciation-ci, dénonciation-ça, ne ressemble pas devant le citoyen qui, lui, peut-être est lambda et n'est pas dans certains couvents ou dans un certain nombre de choses, ne puisse pas prendre ça comme en voilà un soutien des gens qui nous soutiennent pour qu'on ne porte pas le casque. Donc, il faut qu'on soit au moins d'accord que c'est une très bonne initiative et moi, j'en avais fait cas quand j'avais la responsabilité des deux départements ici. La nécessité de ce que nos compatriotes qui sont sur moto puissent porter casque. Maintenant, sur ce que vous appelez la répression, on peut trouver à redire. Et c'est parce qu'il peut y avoir quelques difficultés par endroit qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la direction générale de la police, le nécessaire se fait pour éviter qu'on ait ce que les gens qualifient de répression là.
Maintenant, il faut, je profite de votre Est-ce que ce nécessaire n'aurait pas dû être fait en amont, n'aurait pas dû être fait avant? Votre micro parce que je ne vous suivrai pas dans l'appel à nos compatriotes à ne pas porter casque. Qui a appelé déjà les Béninois à ne pas porter casque? Je ne vous suivrai pas dans ça. Moi, je ne vous suivrai pas dans la volonté, de manière détournée, à faire des appels insidieux à ce que les gens ne portent pas casque. Ce n'est pas bon. Mais vous savez que ce n'est pas nous, notre intention. Vous ne parlez certainement pas de Virgile. Il faut absolument de la responsabilité que vous avez en tenant des micros, en tenant le crachoir, en étant acteur politique, en étant acteur syndicaliste ou en étant ne serait-ce que parent d'enfants. Il faut faire tout possible pour que ça rentre dans la tête de nos compatriotes que quand vous êtes sur moto, mettez vos casques. Parce que les routes bitumées, les pavés, ne sont pas des mousses. Quand on tombe dessus, la tête, ce n'est pas du fer. Et allez vérifier les chiffres au niveau du CNHU. Quand on avait démarré la première opération du port de casque, un an après, on s'est rendu compte presque à moitié des problèmes crâniens qu'on avait quand il y a des accidents au niveau du CNHU étaient diminués. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire, aider à la sensibilisation à ce que nos compatriotes puissent porter des casques et en même temps sensibiliser à ce que les policiers puissent faire aisément le travail. Et figurez-vous que si on essaie de faire arrêter quelqu'un et qu'il obtempère en même temps, vous êtes d'accord qu'il y aurait moins de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on facilite la tâche aussi à nos policiers. Parce que si moi je suis devant votre micro ici, c'est parce qu'il y a une sécurité autour d'ici. S'il n'y avait pas de sécurité, on n'y serait pas. Donc ceux qui ont la charge de faire ce travail-là, un travail difficile, c'est un ancien préfet qui vous parle, un travail extrêmement difficile, que les gars font avec beaucoup de bravoure. Il y a des difficultés, oui, mais qu'ils font avec beaucoup de bravoure. Donc il faut les encourager, il faut les aider à ce que le travail se fasse bien, dans l'intérêt de nous tous, mon cher ami. Parce que c'est peut-être votre neveu, c'est peut-être un cousin, c'est peut-être votre enfant qui se retrouverait sur une moto et qui pourrait avoir des difficultés. Et si, que Dieu nous en épargne. Donc, pour faire court, je voudrais vous dire ceci. 1. Soyons d'accord sur la nécessité de porter casque. 2. Sensibilisons nos parents pour qu'ils les portent. 3. Encourageons nos policiers à bien faire leur travail. Et je peux vous assurer, à chaque fois que peut-être qu'un policier se démarquera du nécessaire, de l'essentiel, il y a la hiérarchie qui est là pour faire leur travail. Justement, c'est parce que nous sommes convaincus du bien fondé du port de casque. Je veux vous l'entendre dire. Que je vous laisser vous étaler aussi longuement là-dessus. Oui. Mais que dites-vous des dérives policières? C'est ça, je vous dis, vous ne faites pas de ça votre, comment on a dit, le plat de résistance de votre affaire. Le plat de résistance de votre affaire doit être d'abord la sensibilisation. Les canaux appropriés, parce que les difficultés, les dérapages, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Quand ça se multiplie de Djougou à Nati Tengou, en passant par Ekpe, à Zoglissé, ce sont les journalistes qui inventent. Non, les journalistes n'inventent rien, mais il suffit seulement de faire le vrai point. Vous êtes un journaliste d'investigation, je vous connais. Il suffit de faire le vrai point et vous vous rendrez compte que c'est infirme par rapport au travail qui se fait. Par rapport au travail maous et difficile qui se fait, je vous le dis. Mais c'est ce qui parle le plus. Mais par contre, c'est pour ça que je vous dis. C'est ce qui parle, c'est ce qui résonne le plus. C'est pourquoi je vous dis, à partir d'une difficulté, de deux ou d'un certain nombre de difficultés que vous pouvez observer, ne jetez pas le bébé l'eau du bain. Ne dites pas des choses qui encourageraient nos parents à ne pas porter le casque. J'insiste là-dessus parce que c'est une question de responsabilité familiale. C'est une question de responsabilité citoyenne parce que la police, elle fait son travail et la hiérarchie est là pour suivre, pour superviser. Et là où il y a des difficultés, je peux vous assurer, ces difficultés-là seront aplanies. Que faire justement, Moukaram Badarou, pour corriger ces dérives, ce que vous appelez difficultés? Non, ce que vous avez à faire, vous, en tant que journaliste, je dis, qu'est-ce que vous dites contribuer à la hiérarchie sensibilisation. Ou au gouvernement, qu'est-ce qu'il devait faire? Travailler à la sensibilisation. Ce n'est que ce que nous faisons. En tant qu'acteur politique, c'est de sensibiliser et dans un autre format, si j'ai des données réelles en main, d'en appeler, d'attirer l'attention par endroit sur ça. Et je crois que beaucoup le font. Et il y a des corrections qui s'opèrent. Et maintenant, je vous assure, je le dis, puisque je suis devant un micro, je vous le dis, les quelques rares difficultés que vous avez observées qui circulent sur les réseaux, parce que beaucoup se trompent quand on prend les réseaux sociaux. Parfois, c'est les mêmes choses qui circulent. C'est la même chose que je dis, si vous faites le point, parce que c'est ça être responsable. Il faut faire un point de manière globale sur 100%. Est-ce qu'on a
60-70% de dérapage. Je dis non. Non, On n'est même pas à 2% de pourquoi dérapage. vous minimisez les dérapages? Peut-on vouloir sauver la vie des Béninois en tuant certains, en tuant d'autres? Ouais, non, c'est pour ça que je vous dis, le travail que nous avons à faire, 1, c'est la sensibilisation à l'esprit citoyen de nos compatriotes. 2, il faut qu'ils portent des casques. Et 3, je vous dis, d'encourager nos policiers à bien faire le travail. Et le reste, la hiérarchie policière s'en charge. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mieux faire leur travail? C'est tout ce qu'on demande. Vous avez, je vous dis, votre rôle, c'est aussi de sensibiliser nos concitoyens. Dès que le policier siffle, c'est qu'il obtempère. Vous avez à sensibiliser qu'ils portent le casque. Vous avez à sensibiliser sur leur esprit citoyen. Et dans une certaine mesure, sensibiliser aussi, après, et ça je vous le dis, après avoir salué la bravoure de ces gars-là, c'est immense ce qu'ils font. Et je vous dis, par rapport aux difficultés, si vous comparez ça par rapport à ce qui se fait, vous n'êtes même pas peut-être à 1 ou 2%. Mais pour autant, c'est que même 1% est à combattre. Même les 1% ou 2%, c'est à combattre. Mais dans ce combat-là, il faut, je vous dis, la hiérarchie policière s'en charge. Et vous pouvez en être heureux de l'initiative d'appeler les gens à se préoccuper de leur santé. Parce que moi, j'ai un ami qui a perdu son enfant simplement parce qu'il n'a pas porté le casque. Un 25 décembre, il fut député à l'Assemblée nationale. C'est le seul garçon qu'il avait. Donc quand vous vivez ces choses-là, si vous êtes responsable, vous amenez des solutions. Vous arrangez à quitter le bavardage. Vous arrangez à quitter le bavardage pour la vraie sensibilisation. Pour que les gens comprennent la nécessité de se protéger. Vous parliez là de Georges Bada, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas avancé un nom, je ne sais pas si on parle de la même personne. mais toujours par rapport à ça veut dire que vous en savez beaucoup sur la situation. Je vous prie de les aborder avec finalement, on parle de la même personne. Alors, quand on parle de cette actualité, il y a un aspect qui a beaucoup choqué les Béninois ces derniers temps, c'est le cas de Moïse Badiagoun. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Celui-là qui a eu à filmer l'incident de Nati Tengou ayant conduit les policiers, 4 policiers en prison. Mais Moïse Badiagoun, c'est celui qui a filmé, disais-je. Donc, lui également, il a été jeté en prison au nom du code du numérique. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ça doit être ainsi. Vous voyez, vous êtes journaliste et vous dites qu'il a été jeté en prison au nom du code du numérique. Le code numérique, c'est quoi? C'est un code. Et le code numérique est à être appliqué de manière rigoureuse. Et c'est avis à chacun d'entre nous. C'est avis. Vous avez vu comment vous avez parlé de ça? Vous avez dit qu'il a été jeté en prison au nom d'un code. Vous parlez d'un code qui a été voté par la représentation nationale, qui désormais est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et vous dites qu'il a été jeté en prison au nom d'un code. Vous voyez, j'attire votre attention. Non, j'appelle votre attention à ces choses-là parce qu'il s'agit tous, nous avons le pays en commun, on n'a pas un autre. Un code qui est voté, tant que vous ne l'avez pas, vous savez ce que Jean-Jacques Rousseau a dit, vous voulez que vos idées s'imposent aux autres, vous les transformez en loi. Les lois de la République, ça s'applique. Et chacun doit pouvoir en avoir conscience de ce que désormais, c'est parce que j'ai WhatsApp, c'est parce que j'ai Messenger, j'ai Facebook, que je peux en faire ce que je veux. Parce que je vous le dis facilement, parce que l'utilisation de ces outils que nous avons, c'est le jour où on va s'en prendre à votre personne, que vous allez vous rendre compte qu'il était utile de mettre en place un code pour pouvoir encadrer un peu les choses. Et donc, dès que quelqu'un enfreint, et ça je vous le dis, dès que quelqu'un enfreint aux lois de la République, il subit la rigueur de la loi, parce que chacun d'entre nous, il y a plein de choses parfois qu'on a envie de faire, qu'on ne le fait pas parce qu'on a à l'esprit de ce qu'il y a une loi qui le refuse. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous permettez, mon Karambadaou, oui. Voyons calmement les choses. Oui, pensez-vous que les policiers auraient été dénoncés, que la justice se serait saisie de cette affaire sans cette vidéo-là, sans cette dénonciation sur les réseaux sociaux? Monsieur Vigila, c'est encore une fois, je vous dis, la grammaire de la démocratie, c'est le respect des lois de la République. Oui. La déontologie démocratique, c'est l'application des lois de la République. Les policiers, quel est leur problème? Les policiers, eux, ils appliquent la loi qui est votée, qui est mise à leur disposition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la loi qui a des problèmes. Si vous estimez qu'il y a des problèmes, vous vous mobilisez, vous travaillez à ce que la loi soit revue. J'interroge Moukara Madarou, est-ce que selon vous, oui, cette loi-là, pour moi, la loi n'a aucun problème. La loi n'a aucun problème, c'est la loi de la République et ce n'est pas la Bible. Elle n'a pas le Coran. De problème parce que la loi de la République, où vous ne trouvez pas de problème à cette logique qu'on puisse foutre quelqu'un en prison pour avoir publié une telle vidéo. Ce que je vous dis, une loi de la République s'applique.
C'est un point, un trait. Non, on parle logique. Laissons tomber la loi. De quelle logique vous voulez parler quand vous voulez sortir d'une loi? Vous n'êtes plus dans la logique. Bien. Si vous sortez de la République, on vous applique la règle de la République. Sortons du pays. Vous connaissez George Floyd? Bien sûr. Aux États-Unis. Bien sûr. Eh bien, cette affaire s'est ébruitée parce que quelqu'un a pu filmer. Et là-bas, aux États-Unis, eh bien, celui-là a été célébré. Il a même reçu un prix de journaliste, un célèbre prix de journaliste, alors qu'il n'est pas journaliste, pour avoir fait ce qu'il a fait, pour avoir filmé cet incident. Je ne sais pas si vous avez le code numérique des États-Unis en main. Si vous avez le code des États-Unis, le code numérique, parce que ne le faites pas toujours. Et je vous méconnais dans ces comparaisons-là. Parce que le code vous pensez que c'est illogique, ces comparaisons? Est-ce que vous avez le contenu du code numérique aux États-Unis? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que si vous avez le code numérique des États-Unis en main, et que c'est exactement la même chose que celui que... Mais justement, ce n'est pas la même chose. Et donc, évidemment, du coup, si ce n'est pas la même chose, nous sommes un État souverain, M. Amancé. Mais où est la logique? Nous sommes un État souverain. Donc, vous voulez négocier notre souveraineté? Non, vous négociez pourquoi? Vous voulez négocier. Je ne veux pas vendre le béret aux États-Unis. Non, vous voulez négocier notre souveraineté. Nous sommes un État souverain, nous prenons nos lois en fonction de nos réalités. Et une fois qu'elle est prise, en réalité, de votre rôle là, si je vous suis très bien, c'est quand une loi est en gestation que vous devez faire tout ce que vous faites là. Pour que ce que vous n'aimerez peut-être pas, vous aurez bien voulu peut-être que le code numérique d'ici soit le même que celui des États-Unis. À l'heure où on veut le faire, à l'heure où on veut le prendre, vous faites votre lobby, vous faites tout ce que vous avez à faire pour qu'il en soit ainsi. Mais vous n'êtes pas sans savoir même dans quel contexte, comment les lois sont votées au Bénin. Les Béninois ne sont même pas au courant de ces votes ou c'est une allégation d'un journaliste. Je suis devant un micro responsable, je n'ai pas envie de vous suivre dans ce couloir-là. Parce que vous dites des choses suffisamment graves. Mais je vois juste des faits. Mais je vois juste des faits, mon Karamadao. C'est la représentation nationale. Il y a quelques années, ils étaient 83 là. Aujourd'hui, ils sont 109. Il fut un moment, on était la 3e législature. Après, on a eu 4e, 5e, 6e. On en est aujourd'hui à la 9e. Au regard de la Constitution, leur rôle, c'est de légiférer. Leur rôle, c'est de légiférer. Leur rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, ceux qui ont la charge, à ce jour, ce n'est pas dans ce studio qu'on peut voter une loi. Ceux qui ont la charge de voter des lois dans notre pays aujourd'hui, c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Quand ils finissent, notre République est bien organisée. Il y a le parcours aussi constitutionnel qui doit être fait. Le parcours constitutionnel. Et nous avons là-bas ce que nous appelons les 7 sages, qui sont appelés à voir si ce qui est fait par les députés a une forme de constitutionnalité. Et ce n'est qu'après ça, souvent, que le chef de l'État peut promulguer. Mais une fois que ça a fini de faire ces parcours-là, et que c'est promulgué, le minimum d'abord pour le citoyen qui se respecte, c'est d'appliquer. Et les partis politiques, c'est notre vocation. On peut ne pas être d'accord. Il peut en être sur ce qui est fait. Et le fait qu'on ne soit pas d'accord vous amène à travailler. Vous amène à travailler. Ou pendant la même législature, à la modification de la loi qui est votée, ou alors à tout faire pour aller acquérir une certaine majorité dans l'opinion publique pour que aux élections législatives suivantes, vous prenez la majorité pour venir corriger ça. Vous voyez, en France, aujourd'hui, nous utilisons le Schengen. Mais la loi sur le Maastricht, mais c'est 51 contre 49. Hein. C'est 51 contre 49. C'est 51 qui ont voté pour, 51%, et 49 ont voté contre. Vous voyez la marge. Mais pour autant, à ce jour, ils sont dans Schengen. Donc c'est pour vous dire, vous ne pouvez pas vouloir parler des choses de la démocratie et ne pas vouloir en respecter les normes. Parlant de contestation des lois, parlons du code électoral. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le clergé catholique a initié un colloque cette fin de semaine sur justement ce document-là, avec beaucoup de contestations, une levée de boucliers dans la presse, notamment des éléments, des communicants du pouvoir, des communicants de Bière et de l'Union progressiste qui jetaient des voix vers au clergé catholique à cette initiative. Qu'est-ce que vous en dites? Non, nous sommes dans une démocratie où chacun opine. On ne peut pas s'en prendre à quelqu'un parce qu'il opine. Chacun donne sa voix, chacun dit ce qu'il pense. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de clergé. Non, ce n'est pas parce qu'il s'agit de clergé que du coup, chacun la fait. Pas du tout. Aussi, mon opinion, à titre personnel, je peux vous dire, le code électoral, il est voté. S'il y a quelque chose à faire autour aujourd'hui, c'est la sensibilisation.
Au niveau des partis politiques, c'est du travail à faire pour aller se renforcer sur le terrain. Nous sommes dans une démocratie. Je vous ai dit tantôt que la grammaire de la démocratie, la déontologie démocratique, le sens, l'essence même de la démocratie, c'est d'appliquer les tests que vous vous êtes donnés librement. Ce qui s'est passé avec le code électoral, où tout le parcours a été fait à l'Assemblée nationale et finalement le code est voté. Qu'est-ce que le clergé a dit quand il y a eu par exemple une proposition de la révision de la Constitution et que ça a été rejeté démocratiquement? Quand ça a été rejeté démocratiquement, eh bien les autres ont pris acte. Je veux parler de la mouvance présidentielle. Les autres ont pris acte. Ils avaient bien voulu que la révision passe. Elle n'est pas passée. Ils ont pris acte. C'est ça être démocrate. On ne peut pas être démocrate sur le bout des lèvres. Mais 5 jours après, il y a un autre... maintenant, c'est une question de code. La question de code électoral tel que c'est passé à l'Assemblée nationale, je que vous souvienne que ça a été une initiative de l'honorable Akhenaton, qui est le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Mais au même moment, il y a eu la proposition de Noureni Achadé, qui est le président du groupe parlementaire du Parti Les Démocrates. Et ça fait 2 propositions qui étaient sur la table. Dans les détails, non, je vous prie de me laisser dire exactement parce que vous parlez du clergé. C'est parce que le clergé initie un colloque, on la ferme. Le clergé n'est pas démocrate, il n'aurait pas dû initier ce colloque. Laissez-moi finir parce que quand un code est voté, quand une loi est votée, on l'applique. On n'organise pas de colloque. On n'attaque pas un vote. Il a fait tout son parcours. Attaquer que d'appeler à Donc, réfléchir, je vous dis, à réfléchir à la réflexion sur une loi qui est votée, c'est pour atteindre quel objectif? Si vous voulez être honnête de manière citoyenne à me répondre. C'est-à-dire qu'on vient de voter une loi. Quand on engage une opération comme celle-là, quel est l'objectif? Moi, je veux savoir. Le clergé, comme beaucoup dans le pays, ils sont convaincus que cette loi, ce code électoral est attentatoire. Quand vous dites s'il vous plaît, ce code électoral est attentatoire à la paix. Et c'est pourquoi ils invitent, n'est-ce pas, les experts pour voir si ce code est vraiment inclusif et que ça ne va pas poser des problèmes de paix demain. Ça vous fait rire. Monsieur Armancet, je vous sais suffisamment citoyen et je vous sais suffisamment démocrate. Mais on n'est pas démocrate un jour et on ne l'est plus le lendemain. Quand on veut l'être, il faut l'être. La démocratie est en une, elle n'est pas en morceaux. La démocratie, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai fait le cas de la France, où je vous ai dit, sur un truc aussi sérieux qui engage toute la France, elle a fait basculer dans toute l'Europe. Il y a eu 51 contre 49. 49% d'une population, c'est beaucoup, chers amis. 49%. Seuls 51% ont voté. C'est pareil sur la question du pass en France. Toujours 51% contre 49. Donc ici aussi, une fois que les choses se sont passées démocratiquement, c'est-à-dire que c'est passé par les mailles que nous nous sommes donnés comme mailles, comme étape nécessaire au vote d'une loi. Quand on finit de faire ce parcours, et on finit de voter une loi, on ne l'a même pas encore expérimenté, et que vous dites que c'est crise, vous dites que les populations, de quelle population que vous parlez? Les populations que nous avons sont en une. Si vous permettez, votre position, elle est au moins claire. Mais comment comprenez-vous? Mais vous le savez très bien, moi, mes positions ne sont jamais... Mes positions sont toujours très claires parce que je vous dis, nous sommes des citoyens de ce pays, nous l'avons en héritage, nous travaillons à sa construction. Je vous dis ceci. Si vous permettez, j'étais en train de poser une question. Comment expliquer... Je pensais que vous m'avez invité ici pour venir répondre aux questions. Comment expliquez-vous, n'est-ce pas, que la mouvance, ou du moins, puisque vous l'affirmez, vous n'êtes pas pour ce colloque. Mais pourquoi se cacher, je suis en train pourquoi se cacher derrière les médias? Pourquoi se cacher derrière des activistes sur les réseaux sociaux pour tirer à boulet rouge? Vous savez, vous dites des choses suffisamment graves. Parce que vous dites qu'on se cache derrière des activistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activiste qui parle, lui, il n'a pas l'indépendance d'esprit pour aborder un sujet. C'est ça que vous dites? Ça veut dire que si Vigile Avancé opine... Quand Vigile Avancé opine, il faut que moi, je ne sois pas en mesure de dire que Vigile Avancé est suffisamment responsable pour opiner avec une certaine indépendance d'esprit. Ça veut dire que quand Vigile parle, vous voulez dire que moi, je dis sur votre plateau ici maintenant, que les positions que vous prenez, dont je vous dis, vous quittez vos couloirs là, que vous êtes sous coupole d'une structure politique ou d'un leader politique? Parce que si vous suivez mon regard, c'est ce que je suis tenté de vous dire. Ah donc c'est ce que vous avez affirmé. Donc c'est pour vous dire ceci. Donc ne dites pas que
les activistes, un parti... Pourquoi un parti... L'Union progressiste, le renouveau... Mais c'est quand même surprenant, L'Union progressiste, le renouveau, c'est 53 députés à l'Assemblée nationale. C'est 736 conseillers municipaux dans le pays. Nous sommes suffisamment représentatifs. Pour la fois, quand vous parlez de population, je ne comprends plus rien. Nous sommes 81 députés de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. Vous comprenez donc, quand vous voulez être démocrate... On est malheureusement tenu par l'État. Quand vous êtes démocrate, je vais finir par là. Quand vous êtes démocrate, même quand ça ne vous marche pas, assumez. Vous êtes allé tout à l'heure aux États-Unis, je vous rejoins. Vous êtes bien au courant qu'à l'élection de M. Trump, toute la classe politique proche de Mme Clinton était convaincue qu'il y a eu quelque chose qui n'avait pas marché. Mais pourtant, ils ont assumé. C'est ça être démocrate. Donc, quand une loi est votée, si ce que vous dites aujourd'hui, si les autres disent ça quand il y avait le rejet de la Constitution, qu'est-ce que vous en direz? Donc, apprenons-nous ensemble dans le pays à être de vrais démocrates. De vrais démocrates, c'est quoi? C'est que même quand ça ne vous marche pas, vous assumez. Toujours à l'Union progressiste. Le renouveau. Oui, l'Union progressiste. Le renouveau, oui. Avec, on va dire, les ennuis, si je peux parler ainsi, de Maître Diogbenou, c'est de l'État. Il vous a dit qu'il a des ennuis? En tout cas, on lui a créé des ennuis, me semble-t-il, avec ce fameux journal aujourd'hui qui a fait des allégations contre lui qu'il a nié. Pensez-vous, comme d'autres, n'est-ce pas, qu'au-delà, n'est-ce pas, d'une simple intoxication sur les réseaux sociaux, que c'est la guerre, n'est-ce pas, de succession à la mouvance, la guerre de succession par Patrice Talon qui se joue? D'abord, je voudrais vous dire que le président Diogbenou n'a pas des ennuis. Le président Diogbenou est serein, est dans la paix, et il travaille de manière sereine à la tête du parti Union progressiste, le renouveau. Vous avez vu comment vous parlez comme si rien n'était. Parce que vous parlez d'un journal qui n'est pas reconnu à la Hague. Le propriétaire de ce journal, vous le connaissez certainement. Le vrai propriétaire, oui. Qui a boudé ce qui est écrit. Pourtant, à vous suivre, vous n'avez pas voulu montrer cette partie. Ah bon, vous pensez que c'est cette partie qui n'est pas régulière de ce qui s'est produit. Et c'est pour ça qu'il faut en appeler à la responsabilité de chacun d'entre eux. Chaque fois que nous abordons un sujet. Mais c'est pourquoi parce que quand vous abordez un sujet, quand ça attaque l'autre, si c'est dans la vérité, le problème ne se pose pas, c'est ça la démocratie. Mais si jamais ce n'est pas dans la vérité... Qui peut être à la manœuvre, d'où ça peut venir selon vous? Bon, moi, comme vous le savez, je n'ai pas la sorcellerie, donc je ne peux pas savoir, mais par contre, je sais que la justice est saisie du dossier et que la lumière se fera. Je fais confiance à la justice de notre pays. La lumière se fera. Pour nombre d'observateurs, cela vient de la mouvance elle-même. C'est la guerre de succession qui se joue ainsi. Non, ça c'est des vues d'esprit. Pas de quelle mouvance. La mouvance présidentielle, vous avez vu comment nous fonctionnons. Vous avez vu comment nous fonctionnons. Comment vous fonctionnez? Vous avez vu. La mouvance présidentielle est à sa place, là où elle doit être. Elle fait ce qu'elle a à faire. Parce que préoccupée, évidemment, par le quotidien des Béninois. Parce que préoccupée par l'image de notre pays. Parce que préoccupé par le développement de notre pays. Et ce faisant, la présidentielle est caractérisée à l'Assemblée nationale par les 81 députés que nous avons. Moukaramba sans que Patrice Talon est également préoccupé par 2026, il a affirmé. Mais comment voulez-vous que quelqu'un soit chef d'État et qu'il y ait une élection présidentielle? Même vous, en tant que journaliste, vous n'êtes pas préoccupé par 2026? Moi, je suis préoccupé par 2026. Mais pas de la même manière. Non, comment vous voulez que ce soit de la même manière? Ça ne peut pas être de la même manière parce que vous ne dirigez que Crystal News. Lui dirige la République. Il est président de la République. Il est le patron moral de la mouvance présidentielle. Il est le patron moral même du pays. C'est normal qu'il soit préoccupé. Il était préoccupé en 2016. Mathieu Kérékou était préoccupé en 2006. Mais il dit qu'il aura son candidat. Il aura son mot à dire. C'est une question de responsabilité. C'est pas la même chose. Et autre chose, c'est normal qu'il ait son candidat. C'est normal, il doit voter quelqu'un. Pourquoi ce que vous avez comme droit, lui, n'est pas? Vous êtes citoyen plus que lui. Il est citoyen au même titre que vous. En fait, vous allez tutoyer le diable inutilement. Et lui, il est citoyen de ce pays. Mais mieux, il est président de la République. Il dirige le pays, ça va faire 10 ans, en 2026. Vous voulez qu'il ne soit pas intéressé à une telle opération? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Vous pensez que c'est possible? Au nom du code électoral, de la charte des partis politiques, qu'il interdise le débat de suscitation de candidature. À qui il a interdit? Est-ce que vous avez un décret
de Patrice Talon qui interdit des débats. Mais vous l'avez entendu. Je voudrais bien, comme le dirait, comme Moukérékou dirait, si vous voulez avoir une instruction de moi, sortez-moi le papier. Mais il s'est expliqué sur l'éviction de Ozad Omeki. Vous l'avez pas entendu? Il n'a pas dit qu'il a interdit. C'est pas une interdiction. Il dit, puisque c'est normal en tant que chef du gouvernement, en tant que président de la République, qui a initié une réforme. Il veut que les choses se passent conformément aux réformes qui ont été initiées. Est-ce que ce n'est pas la réforme même qui a un problème? Si la réforme même ne reste deuxième chose, figurez-vous que le président de la République et tout son gouvernement soient passionnés un peu comme vous l'êtes là sur les élections présidentielles. Je ne suis pas passionné. Sur les élections présidentielles de 2026, ils ne s'occuperont plus de notre quotidien. Ils ne s'occuperont plus de tout ce que vous avez dit de vos amis syndicalistes tout à l'heure. Ils ne pourront plus trouver de solution. Or, aujourd'hui, lui doit avoir l'œil sur le guidon. Il doit travailler à nos conditions de vie, tout en se préoccupant quand même de ce qui va être en 2026. C'est ça qui lui donne aussi le droit de fixer même des normes au-delà de ce que dit la loi, dit que ce débat, c'est 6 mois avant. Je ne sais pas pourquoi vous vous intéressez à ce qui se passe dans la maison mouvance présidentielle. Vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle. Non. Vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle. J'ai un client de la mouvance. J'ai l'impression en face de moi, donc voilà, je me préoccupe. Vous vous intéressez. On peut comprendre. Vous vous intéressez trop. Que vous vous intéressez, on peut en comprendre. Vous me le reprochez. Mais que vous vous intéressez de trop, on ne comprend plus. Maintenant, cela dit, c'est parce que c'est dit devant le micro et c'est ça tout le charme du président Patrice Talon qui dit un peu ces choses comme il est. Est-ce que c'est démocratique de dire c'est 6 mois avant le scrutin qu'on va faire ce débat? Mais je peux vous dire qu'aucune interdiction n'est faite à aucun moment. Il a exprimé la volonté de ce qu'il aurait bien voulu qui se passe au niveau de la maison mouvance. Et ça, normalement, vous devez vous en féliciter sur le point que ça veut dire, voilà quelqu'un qui se préoccupe du quotidien des Béninois. Mais pourquoi vous m'avez reproché de ne pas être de la mouvance et pourquoi je me mêle Non, vous êtes de trop. Je ne dis pas parce que de trop. Mais si vous voulez, moi je serai très heureux. Je serai très heureux de vous accueillir au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Je serai très heureux. Malheureusement, je n'ai pas ce projet. Je suis loin d'avoir ce projet. Quand le projet va arriver, je vous invite. On arrive au thème de cette émission. Je voudrais très sincèrement vous remercier, vous féliciter du travail que vous faites ici. Vous avez été beaucoup taquin, je vous remercie par rapport à ça. Ça nous permet de quitter parfois nos zones de confort pour dire les choses telles qu'elles sont aussi exactement. Je voudrais vous rassurer d'une chose. Au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, au niveau de la mouvance présidentielle de manière générale, ce qui nous préoccupe, c'est le quotidien des Béninois. C'est l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est l'image de notre pays. C'est renforcer l'équilibre de nos concitoyens, l'équilibre de notre pays. Nous travaillons sous la houlette du président de la République. Nous travaillons dans ce cadre-là, dans ce couloir-là, à faire en sorte que le quotidien des Béninois puisse être amélioré. Les différentes réformes qui sont faites et qui ne visent qu'un seul objectif, celui d'assainir un peu les choses dans notre pays, afin que notre pays soit en mesure de mieux jouer sa partition dans le concert des nations. J'ai l'habitude de le dire, nous l'avons en héritage. Nous avons l'obligation morale et citoyenne d'améliorer ce que nous avons pour que nos enfants aussi puissent hériter de mieux, afin que demain, le Béninois puisse être en mesure de mieux affronter les autres. Merci à vous, Moukaram Badawi. Je rappelle que vous êtes ancien préfet des départements de Lemay et du Plateau, membre du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau. Je ne vais pas oublier. Oui. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Kazmi, Samuel Rondion ont assuré la mise en onde de cette émission. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.